RMC jusqu'à minuit, c'est l'after-foot avec Gilbert Bribois. François Manardo est là, Daniel Riolo est là et nous recevons, messieurs, l'homme qui n'avait jamais mis les pieds dans ce studio et pourtant il en a fait des studios. Et pourtant il est dans le classement des 30 personnalités les plus influentes du foot français. Vincent Duluc de l'équipe est avec nous. Salut Vincent. Salut messieurs. Alors, à l'occasion de la sortie d'un livre, Un printemps 76 chez Stock, qui est à la fois un retour vers l'épopée des Verts, qui est à la fois une sorte de coming out de Vincent Duluc. On va y revenir dans quelques instants, qui parle de sa vie de jeune journaliste aussi, de jeune fan de foot. Voilà, c'est un roman au fond. C'est même une autobio. Oui, c'est un roman autobiographique. Voilà. C'est autour des Verts, alors que tu es dans le milieu étiqueté lyonnais, Vincent. T'es un gone. Oui, mais je suis fils de Stéphanois, petit-fils de Stéphanois, donc il y a des influences comme ça qui se rencontrent, qui se multiplient. Alors dans en fait, dans la région, il y a personne qui est 100% lyonnais ou Stéphanois. Ouais, on va y revenir parce que je pense que c'est propre à la culture foot de notre pays d'avoir suivi différentes évolutions derrière certains clubs et que une personne, un club, c'est venu bien plus tard. On a eu très longtemps une culture en France où on était toute une population derrière un club. Je pense que ça s'est arrêté uniquement juste après Marseille, où chacun a eu son club. Après, j'imagine qu'il y a des Lyonnais de très Après longue date. Après est apparue la notion de footix où tu ne pouvais plus changer. Il y a des Parisiens depuis les années 70, mais ce sont des minorités par rapport à ces masses de gens qui soutenaient un seul club. En fait, c'était des années où tous les cœurs étaient à prendre. Aujourd'hui, ils sont tous pris. Aujourd'hui, c'est figé. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont prêts à changer. Hein. Surtout ces dernières semaines. Je sais pas si t'as remarqué. C'est parce qu'ils regardent les matchs. Voilà, c'est ça. Mais autrement, aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde est, maintenant, c'est figé. On sait que les supporters du PSG vont peut-être un peu augmenter. Marseille, ça va plus bouger. Saint-Etienne, ça va pas trop bouger. Mais à l'époque, tout le monde était à prendre. Nous, on avait 7 matchs par an à la télé. Et encore, s'il n'y avait pas école le lendemain et si on avait été sage, mais c'est tout aujourd'hui. Donc forcément, quand il arrivait une épopée comme Saint-Etienne, forcément, ça marquait tout le monde. Après, le livre sur Besse, c'est le deuxième roman. Parce qu'après, sinon, t'as écrit énormément de choses. Comme dirait ma mère, c'est mon deuxième vrai livre. Elle m'avait dit, après le Besse, elle m'a dit, t'as fait un vrai livre cette fois. Donc voilà, c'est mon deuxième vrai livre. Et donc, c'est un roman autobio qui démarre, donc, alors, Printemps 76, on comprend que c'est l'épopée des Verts, là, tu commences à partir de Kiev, même si tu reviens au match d'avant ensuite. Et donc, ça commence, venons-en, immédiatement à ça, comme ça, on l'évacue, on n'en parle plus, à cette forme d'outing, puisque ça m'arrangerait qu'on n'en parle plus, en fait. non, je plaisante. On va l'évacuer tout de suite, c'est ça que je voulais dire. Donc, puisque toi, le journaliste que tout le monde connaît comme lyonnais, on va pas dire supporter parce que un journaliste n'aime pas qu'on dise ça. Donc tu dis que petit, tu as vécu de tellement près. En plus, tu étais dans la région là-bas, l'épopée des Verts, que tu étais jeune petit supporter stéphanois, que tu as vibré comme, disons-le, toute la France à ce moment-là. Mais comme tous les Lyonnais de l'époque, sans doute. Mais alors peut-être pas comme tous les Lyonnais de l'époque, mais moi de ma province bressane, à Bourg-en-Bresse, je connaissais pas l'OL. Si, je connaissais de nom, mais je suis jamais allé à Gerland. Les matchs de Lyon passaient jamais à la télé en dehors de la finale de la Coupe de France, donc ça fait un match en 73, un match en 76, ça fait pas énorme. Mais ça, tu sais que c'est énorme à préciser. À la télé, je veux dire, le mec qui voulait voir Lyon, en fait, il n'avait comme, parce que ça fonctionne aussi l'émotion avec l'image, et donc tu l'as dit, donc c'était Lyon 2 fois à la télé. Jusqu'à quand? Jusqu'aux années 80. Et les résumés à France 3 quand même. Voilà. Les résumés à France 3 où on avait comme ça 25 secondes avec un but sur un centre comme à la parade, etc. Tu te souviens du cycle de l'Eurovision avant le coup d'envoi du match? Évidemment, c'est le Coupe d'Europe. Le Tédéum de Marc-Antoine Charpentier, ça c'est resté pour nous énorme. Et dans ce qui est un roman que moi j'ai vu comme quelque chose de très nostalgique, je me suis beaucoup retrouvé parce que j'ai eu la même chose que toi avec le PSG, donc qui est apparu à la télé pour la première fois lors de la finale de 1982. Et avant, même en grandissant en région parisienne, je savais à peine. Je savais pratiquement pas que le PSG existait. Ceux qui le savaient étaient ceux qui vivaient à côté du parc et qui allaient au parc comme ça, mais on le savait pas. Et donc, moi aussi, l'outing, mais moi je l'avais déjà fait, il me semble. Mais moi aussi, j'ai vécu l'épopée comme toi. J'étais 100% vert.
Il faut voir que Saint-Étienne de foot, c'est Saint-Étienne. Mais bien sûr, en plus, il faut voir que Saint-Étienne arrive après un désert de 20 ans. C'est-à-dire pendant 20 ans, il se passe rien. Depuis Reims, et nous Reims, c'était des lectures sur Copa, sur Piantoni, des choses comme ça. Mais depuis Reims, 56-60, il s'était rien passé. On était nuls en sélection, on était nuls en club. La finale de 66, mais il y avait pas eu un truc. En 66, ils s'étaient tous fait tailler parce qu'ils s'entraînaient ils s'entraînaient à la pétanque en Écosse. Et ils avaient 3 entraîneurs qui avaient fait 3 tactiques différentes en 3 matchs. Enfin bon, c'était n'importe quoi. Donc au moins là il se passait enfin quelque chose. Et en plus c'est un moment où la télé était partout. Jusque là c'était pas le cas. Moi j'ai suivi ça en noir et blanc. Mais par exemple c'était l'apparition de la télé couleur. Et moi on parlait des verts, mais moi je les avais en photo dans 11. Mais pour moi ils étaient verts, mais à la télé ils étaient en noir et blanc. Mais 11 ça a été une révolution. Les premiers posters de 11, mais c'était un truc de fou. Aujourd'hui personne peut se rendre compte parce que personne n'a vécu notre enfance judéo-chrétienne provinciale, à être privé de tout et au contraire à vivre sur la rareté, sur la privation, sur etc. Toi t'as découvert en allant voir Kiev que le maillot était vert, un peu brillant. T'es privé de tout, quand même. Gilbert, tu parles. Mais il manquait pas de poulet. Tu parles d'une ville qui a un club en Ligue 2. C'est vrai. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, qui a un très bon entraîneur. Strasbourg est resté à cause d'eux. D'ailleurs, je vous félicite pas. Oui, tout, mais en tout cas, il y avait moins de distractions. Mais en tout cas, Saint-Étienne, c'est énorme. Mais effectivement, comme dit Daniel, moi, le jour où je suis allé voir Saint-Étienne-Kiev. Moi, j'adore le passage où tu parles de la couleur. Et c'est un truc de fou. Mais je savais pas que c'était avec cette couleur-là, quoi, les maillots. Mais c'est marrant parce que quand je te lis, tu parles de la couleur, mais je te lis en noir et blanc. Ouais. J'arrive pas à la voir la couleur parce que je me souviens Kiev c'est noir et blanc et moi j'ai vu la finale alors j'ai eu le droit de voir que la première mi-temps contre le Bayern parce que moi j'étais petit et donc c'était noir et blanc. Alors, et ils avaient alors pour la télé et tout ils avaient mis short noir. Absolument, voilà. Exprès. Exactement. Bon, alors tu racontes aussi tes débuts de journaliste ensuite donc à Lyon en l'occurrence au Progrès, c'est ça. Progrès. J'ai commencé au Progrès à Bourg-en-Bresse et après je suis parti à Lyon. Ouais. Et il faudrait quand même qu'on raconte un truc aux plus jeunes qui nous écoutent, c'est que donc les Verts ont descendu les Champs-Élysées après une défaite. Ce qui aujourd'hui, à chaque fois on en rigole, c'est l'objet de chambrage entre Lyonnais et Stéphanois, etc. Bon, même encore récemment avec des tweets et tout. Alors comment ça s'est fait cette histoire? Mais c'est un truc mythique qui est en fait un truc complètement bancal au départ. Enfin, c'est pas bancal. Je vais pas faire injure à Jacques Vendroux, notre ancien, dire que c'était bancal. Mais Jacques Vendroux, qui était très proche des Verts, proche du président Rocher, proche d'Hermin, qui s'entraînait avec eux. On voyait des reportages avec 11, on mettait des gants. Journaliste à Radio France. Voilà, et il faisait séance dans les buts avec Curco, quoi. Enfin, des trucs de fou. Ça nous faisait tous envie. Alors qu'à Marseille, ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas vu un entraînement, par exemple. Tu vois, pour comparer les époques. Voilà, c'est ça, pour voir un peu la perte de la proximité, si on est en plein dedans. Mais en tout cas, Vendroux se dit, il faut qu'on fasse quelque chose, on va organiser une petite descente des Champs-Élysées. Il est déjà manager du Variété Club de France, là, mais il loue des R5 décapotables. Il répartit dans chaque voiture 2 joueurs, un dirigeant, un journaliste, parce que là aussi les journalistes étaient dans les R5, ont défendu les Champs-Élysées, et ils pensaient qu'il y aurait personne, et à la sortie, je suis pas sûr qu'il y en a eu 50 000, mais il y en a peut-être 30 000, et c'est énorme. Du coup, ils arrivent 1 heure en retard à l'Élysée, où les attend Giscard, ils croisent sur le perron Chirac, qui leur dit, messieurs, je sais pas ce qui se passe, mais il y avait vraiment la circulation infernale ce matin. Enfin, c'est un truc complètement mythique. Et moi, ce qui m'a plu, c'est que tu racontes les matchs comme ça, alors tu parles beaucoup de lenteur, de ton adolescence où tu te languissais, où il y avait une forme d'ennui. Moi, je suis plus jeune que toi, mais j'ai à peu près les mêmes souvenirs, et surtout de ces matchs qui rythmaient notre vie. Et évidemment, c'est pas du tout comme aujourd'hui, où on a 1000 matchs tout le temps et on n'arrive presque même plus à les apprécier. Quand le match de Coupe d'Europe tombait, et ça se passait rarement bien pour nos clubs, donc à chaque fois on était triste. Et puis comme je le disais, on était supporters de Saint-Étienne, et puis à 78 on était à Bloc Bastiais, toute l'épopée à fond les ballons, j'étais mais à Bloc derrière Bastia. Torino Bastia à la radio, commenté par Jean-François Rhin, moi j'en ai un souvenir mythique. Certains ne passaient pas à la télé, il est jamais passé à la télé celui-là. Il est jamais passé à la télé. C'est une approche du foot. Alors il y a beaucoup de nostalgie dans ton livre. Tu es nostalgique de ça par rapport à un jeune d'aujourd'hui? Tu lui raconterais quoi? Mais c'est bien mieux aujourd'hui. Mais moi, quand j'étais gamin, que j'écoutais le multiplex de Pierre Loctin, par exemple, Sport et musique le dimanche après-midi, ou les multiplex sur les radios périphériques. Alors RMC arrivait pas en Bresse à l'époque, c'était vraiment très au sud. Ça montait pas plus haut à l'époque. Il fallait partir en vacances pour entendre. Ça marchait bien jusqu'à pour entendre Jean-Pierre Foucault et José Sacré à peu près. C'était ça à l'époque. José Sacré. Mais oui, José Sacré. J'étais à Nice. Mais donc j'ai bossé avec lui. Mais donc à l'époque vous aviez le multiplex et vous disiez ce qui serait super c'est un jour qu'on puisse être partout à la télé. Moi ce que j'adore aujourd'hui cette espèce d'ubiquité moderne de pouvoir être partout tout le temps, de voir 5 matchs le samedi, 5 matchs le dimanche. C'est quand même 10 fois mieux que un match tous les 3 mois. Tu n'as pas l'impression que tout se dilue et que finalement la compréhension de l'événement est beaucoup moins importante parce qu'on relativise plus rien du tout. Moi j'ai du mal on ne comprend plus, on ne hiérarchise plus aujourd'hui. Le mec qui fait 3 matchs devient
une star internationale. Nous, on les voyait, on sentait leur progression, on voyait. Alors tu vas me citer en contre-exemple Rocheteau, puisque t'en parles dans ton livre, qui après même pas d'image de Ligue 1, de première division à l'époque, était déjà une star en France. Mais j'ai l'impression que mine de rien, pour la compréhension du foot, le flow dans lequel on vit aujourd'hui, il est plus compliqué pour les jeunes aujourd'hui. Oui, mais au moins on peut se faire sa propre idée, se rendre compte pour soi-même. Mais ça veut pas dire que l'idée est bonne. Non, je dis pas. Mais à l'époque, c'était quand même, il fallait quand même croire la rumeur ou croire quelques journalistes. Les journalistes de l'époque, très franchement. Il y avait de la légende, ouais. Très franchement, il y avait de la légende. Les interviews, je pense que parfois ils croisaient un type dans un couloir, il disait bonjour, il faisait 5 feuillets. Ouais, là, il y a quand même que c'est une génération qui a été marquée pour ça. Parce que tu reviens un peu en arrière, parce que ça commence à Kiev, mais tu parles du fameux match contre Split. Quand tu lis le compte rendu le lendemain. Ah mais moi en Brest par exemple, il y avait une demi-page entière sur le compte rendu de Gérard Simonian, qui était une grande pub de Saint-Etienne sur le match Saint-Etienne-Kiev. Mais comme nous dans l'Ain, on devait être la 2e ou la 3e édition à partir, parce que dans les départements c'est en fonction. Le Jura devait partir le premier, après c'était peut-être la Côte d'Or, puis après c'était l'Ain, et en dernier c'était la Loire pour pouvoir justement avoir des réactions. Et nous on avait une demi-page de compte rendu, mais le compte rendu s'arrêtait à la mi-temps. Donc à la fin du compte rendu, il y avait 2 phrases. Il y avait à la mi-temps Saint-Etienne et Split 1 partout, et dessous la phrase c'était finalement Saint-Etienne bat Split 5-1. Merde. Je comprends quand tu dis que c'est beaucoup mieux maintenant, mais en même temps, ce parfum de cette époque qui rime forcément avec ton adolescence, un peu avec celle de Daniel et la mienne aussi. Est-ce que aujourd'hui il y a une telle profusion que est-ce qu'on n'a pas perdu un peu cette essence de la nostalgie? T'as peur qu'on te dise que t'es un vieux con. Moi j'ai pas peur. Moi je l'assume. Non, mais je dis juste que vous savez pas. J'allais y venir, les deux Siciliens là, c'était mieux avant. Mais je dis pas que c'était mieux avant. Je dis que c'était différent et qu'on avait un autre parfum, peut-être un autre goût. Ah ben c'est sûr que c'est un autre goût, que quand vous l'attendez pendant 3 mois, c'est sûr que c'est un autre goût. Mais enfin vous vous emmerdez pendant 3 mois. Pendant 3 mois, il se passe rien. Ouais, mais il se passe rien. S'amuser de quelque chose qui est répété, qui n'est finalement, si tu l'apprécies justement, pas si bon que ça. C'est comme si tous les jours on te donne quelque chose qu'on appelle foie gras et qui n'en est pas. Non, mais très franchement, je prends l'exemple. À Noël, j'étais en Angleterre pour Boxing Day. J'ai vu 7 matchs en 9 jours. Mais je préfère voir 7 matchs en 9 jours que 3 matchs par an. C'est incomparable. C'est incomparable. Non, ça, mais en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même un côté magique qui a disparu. Le côté magique a disparu. Oui. D'abord parce qu'on a l'épopée des Bastia. Je suis sûr que tu peux raconter tous les matchs et quasi les buteurs. Bien sûr. Et aujourd'hui, un jeune d'aujourd'hui qui s'enquille tellement de matchs. Il y a aussi l'épopée d'un club français il y a 10 ans, il se souvient même pas de la moitié des matchs. Mais moi, le premier, des fois, j'ai du mal avec le score du match de la veille. Non, mais ça, c'est sûr. Ah, mais oui, mais il y a aussi autre chose. C'est notre âge à tous à ce moment-là. C'est-à-dire que tu vis pas les choses de la même façon. C'est que là. J'avais 8 ans, je peux te raconter tous les matchs. Évidemment, mais c'est normal. Les gamins d'aujourd'hui vont peut-être te raconter. Mais non, ils peuvent pas. S'il te plaît, ils sont noyés. Laisse-moi finir. Il y a plein de gamins qui vont te raconter le Chelsea PSG, par exemple, de l'année dernière. L'année dernière, je veux bien. La tête de Thiago Silva, qui vont peut-être s'en souvenir dans 20 ans. C'était génial. Attendez-moi, pour revenir à Vincent, parce que je l'ai connu à mes tout débuts de jeunes pigistes à l'équipe, et encore aujourd'hui, puisque tu viens de le dire, et j'allais te poser la question, mais tu viens de dire que tu as passé quelques jours pendant le Boxing Day, la période en tout cas, et que tu as vu 7 matchs, et je t'ai connu, tu étais insatiable au niveau du foot, des matchs, tu continues à aller, donc t'es pas blasé, t'es pas fatigué. Comment est-ce que tu as gardé un tel mordant alors que on est passé dans une époque où on est tous passionnés autour de cette table, et à un moment donné, y a pas une saturation à un moment donné qui s'installe, quoi. Mais la réponse est dans le livre, une adolescence à rattraper. Non, j'exagère un peu, j'exagère. Mais non, mais je trouve, voilà, que qu'on a attendu le dimanche toute la semaine, on est content que ça soit dimanche tous les jours. Franchement, c'est sympa. Moi, je trouve ça sympa. J'adore aller au stade, j'adore voir des matchs. Alors, évidemment, il faut choisir. Évidemment, quand dimanche soir on demande de faire une colonne sur Marseille-Guingamp, je me dis franchement, boulot de merde, c'est pas possible. Non mais c'est une punition. Après tu penses à des vrais boulots de merde et tu dis que t'es content de faire celui-là. Exactement. Et après tu dis fantastique. Mais tu dis mais qu'est-ce que je fais le dimanche soir seul dans un hôtel? En plus j'étais à Nice, dans un hôtel d'aéroport, à regarder Marseille-Guingamp, tout seul avec une pizza emportée. Là moi je me dis franchement c'est pas possible, c'est affreux quoi. Mais après quand on choisit, c'est quand même mieux que travailler pour de vrai. Bien sûr. Ah mais de toute façon, il faut. Moi un seul principe dans la vie, il faut jamais quitter la presse pour le monde du travail, c'est tout. Ah très bon, je le retiens. Jean-Christophe est supporter des Verts. Jean-Christophe, je peux donner ton âge? Bien sûr, bien sûr. Donc tu as 46 ans? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc tu avais 7 ans en 76? Oui, absolument, absolument. Tu te souviens de trucs ou t'étais un peu encore... Parce que c'est l'âge où on est entre deux âges, là, on se souvient pas forcément de tout. Non, moi je me souviens surtout de l'engouement, parce que j'ai un frère qui a 5 ans de plus que moi, et
c'est vrai que moi, je suis devenu supporter des Verts par l'intermédiaire de mon frère et surtout c'était, moi, je me souviens de voir les images à la télé de la descente des Champs-Élysées. Alors c'est vrai que bon, à 7 ans, je percutais pas trop encore forcément, je dirais ce que ça voulait dire, mais j'ai compris après, et surtout mon frère, que c'était lent, quoi. Il y avait voilà, il y avait un rassemblement pour quelque chose qui était, je dirais, de masse, quoi. C'était la victoire d'une génération, ou je dirais, même si c'était mal fait. Pourtant, c'était une défaite. Ouais. Mais ouais, mais en fait, je sais pas, c'était un engouement de jeunesse. Non, mais c'est bien la preuve, Jean-Christophe, ce que tu dis. Gilbert, tu réponds tout le temps, c'était une défaite, c'est une défaite. Mais moi, je me tue sans arrêt à dire que de rien, puisque j'avais 2 ans. Je me tue à dire que tout n'est pas dans le sport et dans le foot en particulier une affaire de résultats. C'est pas tout le temps ça que tu retiens. Les Verts, les émotions retenues à ce moment-là et qu'on a tous retenues, parce que ça n'était pas que les Stéphanois, c'était nous tous, toute la France était derrière cette histoire-là. Mais comme les Bastia en 78 ou d'autres épopées de ce genre-là de notre enfance, je suis désolé, ça reste plus fort que pas mal de matchs de Coupe d'Europe qu'on s'est tapé sur les 10-20 dernières années où il ne s'est rien passé, où on n'a rien gardé de ça finalement. Alors attendez, au niveau football, je parle là au niveau football, au niveau qualité de jeu. Si on devait comparer, par exemple, un Marseille-Milan, un grand Marseille-Milan, avec cette épopée-là, avec, pour plus récent, un PSG-Chelsea, ou à Bordeaux-Milan, par exemple, Vincent, tu dirais quoi? Tu classerais comment ces différents événements? J'ai revu les matchs et j'avais peur que ça ait affreusement vieilli. Mais en fait, les matchs de Saint-Etienne en Coupe d'Europe ont pas tant vieilli que ça. Alors évidemment, au niveau technique, Marseille-Milan, c'était supérieur. On voit bien qu'avec les générations, les techniciens font plus de choses et le font plus vite. C'est un match super mais en fermé, revanche, Saint-Etienne-Kiev, il y a quand même une intensité, une intensité incroyable. Ça va super vite d'un camp à l'autre, ça arrête pas. Il y a franchement, c'est un match. Je trouve que c'est un match assez moderne. Il y a des matchs de ces années-là où on se dit ah non quand même. Mais celui-là, franchement, il repasse souvent, donc c'est facile à voir le France-Allemagne de 82. Quand on voit ne serait-ce que la technique des défenseurs français, Trésor, sans parler de Bossis évidemment. Mais le France-Allemagne de 82, il y a des lenteurs. Il y a des putains de lenteurs. Oui, non mais les gestes techniques, mais la technique de Trésor aussi, plus vite que sur le championnat. Mais tous nos défenseurs actuels, ils valent même pas la moitié de ce qu'étaient ces joueurs-là d'un point de vue technique. Qui connaît. C'est bon. Non. On remercie Jean-Christophe. J'ai pas mal de tweets à vous lire. Alors il y a pas mal de jeunes auditeurs Pizza Gaulle qui nous dit merci Gilbert tout de même de nous défendre, nous les jeunes, dans ce débat. Nous ne sommes pas incultes en foot malgré notre âge, dit Pizza Gaulle. Mais bien sûr, tout à fait. Et chacun évidemment vit son foot à lui. Surtout ils ne sont pas responsables de la profusion de tout ce qui est devenu le foot et. Mais encore une fois, moi j'aime la profusion, mais c'est vrai aussi que forcément la profusion a pas le même sens que la rareté et du coup les matchs à foison aujourd'hui ont pas le même sens qu'un match que cette espèce de match qui avait un caractère un peu sacré pour nous. C'est-à-dire qu'effectivement moi 8 jours à l'avance, je comptais les jours. Bien sûr. Franchement et la journée venue, je comptais la journée et je crois que je raconte un moment dans le bouquin à partir de 7h, je me disais 7h le match est à 8h30, ça fait 1h30, une bande dessinée ça me fait 20 minutes, mais si je lis 7 bandes dessinées, je vais arriver pile à l'heure. Non mais voilà, tu parles de l'avant-match parce que bien sûr tu me comptais le dîner avec les parents. Alors quand on va dîner, ça va durer ce temps-là. Voilà. Mais quand on bien sûr, il y aura ça, et puis après va arriver mais c'est l'enfance. Mais là tu parles de l'avant-match. Mais une fois que tu avais vécu la rencontre, après quand t'es revenu à l'école le lendemain, je sais pas, ça joue un mercredi, Kiev. C'était le mercredi. Ça s'est joué un mercredi soir. Pas mardi, mercredi, jeudi. Le mercredi 17 mars. Après, tu revenais au bahut. Tu reviens au bahut. Là, tu racontes l'histoire. Tu fais le compte rendu de l'époque. Mais là, pour le coup, tu fais à tes copains au lycée. D'abord, c'est toi qui as gagné, clairement. Clairement, c'est toi gagné, c'est un peu grâce à toi quand même qu'ils ont gagné. Toi, t'étais derrière le but contre le grillage, tu as poussé du côté où reçoit à marquer, et franchement, c'est toi qui as gagné. T'étais près de la pelouse, évidemment. T'étais près de la pelouse. Derrière le but, on est collé. Je suis arrivé à 16h30 contre le grillage, et évidemment, j'étais un peu surpris parce que sur le premier but, en face de Hervé Révelli, tu prends le grillage en pleine gueule et il bouge comme ça il bouge sur à peu près 1 mètre, 50 cm, 50 dans l'autre, quoi. Et pour sortir du stade, après match, moi, je me souviens, j'avais 13 ans, j'étais pas très costaud. Si, c'est vrai. J'étais pas très costaud. Et t'avais pas les pieds qui
touchait par terre. C'est-à-dire la foule te portait et les pieds étaient en l'air comme ça. Quelques tweets, les gars. Pierrot qui nous dit bon les vieux, vous voulez une tasse de thé avec des gâteaux? Mais je veux bien. Mais va te faire. J'ai Thomas voir, qui toi. nous dit 13h à 86 ans, il aura toujours plus de technique que Yambéré. C'est clair. Bon, peut-être. Ça c'est sûr. Voilà, et puis David qui nous dit le fameux c'était mieux avant n'est rien d'autre qu'un rêve qui est beau car nous savons qu'il ne reviendra jamais. Et voilà ce que nous dit David. Alors, il y a Saint-Étienne, on va reparler un peu du livre, mais enfin quand même, cette fameuse liste des 30, Vincent, puisque t'es là. Nous, on a fait la nôtre parce qu'on n'était pas contents, on n'y était pas. J'ai un peu suivi votre contre-liste. Ouais. On s'est dit, nous, on fait notre liste. On a fait notre liste de 40. On a mis un joueur de foot dedans, hein, parce qu'on s'est dit après tout. Donc c'était Kevin Trapp, parce que c'est quand même le mec qui voilà. Alors on a mis Fred Hermel en 2, puisque c'est un peu lui qui a placé Zidane au Real. Hein, faut pas se mentir. On te la soumet, hein, c'est pour ça que je te donne quelques propositions. On a mis le nouveau syndicat en 11. On a mis la piscine du Fouquet, où Frédéric Thirier va nager tous les matins, en 12. Qu'est-ce qu'on a mis encore? On a mis Rihanna, parce que si on met Kevin Trapp, on est obligé de mettre Rihanna. On a mis l'Hôtel Coste, Salma Hayek, le compte Twitter de Jean-Michel Aulas en 22e position. On a mis Thierry Goudet, qui est un de nos totems. L'armoire à Dijon de la Fédé, ou encore le téléphone de Valbuena et la juge Boutard, qui va peut-être passer donc dans Téléfoot pour donner sa liste à l'Euro. Elle est aussi chez nous. Elle est aussi chez nous, la juge Boutard. Mais je vois que l'équipe a toujours de l'inflence, puisque vous faites une liste juste après. Ah bah oui, évidemment. Attends, nous restons prescripteurs. Donc. Mais n'oubliez pas que vous êtes détenteur d'un monopole, qui est un dénoncé, mais qui est un vrai monopole. Il n'y a jamais eu aussi peu de monopole qu'aujourd'hui, si on est réaliste. Le vrai monopole, mais le vrai monopole, il existait avant, quand l'équipe était la seule à faire de l'information sportive en France. Aujourd'hui, tout le monde en fait toute la minute, et vous êtes quand même bien placé pour le savoir. J'ai oublié la maman de Rabiot et Daniel Leclerc dans notre classe. Pour Daniel Leclerc, c'est mérité. Bah, tiens. Une question, puisqu'on t'a sous la main ce soir, il y a l'Euro qui arrive en France. C'est un événement important pour nous, comme pour tous les médias. Je veux dire pour TF1, pour l'équipe, pour RMC. La dernière fois qu'il y a eu un événement en France, il y avait eu des conséquences pour les médias parce que ça s'était pas forcément bien passé pour tout le monde, et notamment à l'équipe. Ah bah nous, ça s'était très bien passé. On n'a jamais vendu autant de journaux que dans les 2 années qu'on suivit. Tu veux parler des mecs qui étaient à la sécurité en entrant au siège de l'équipe, qui vérifiaient s'il y avait mais il y a pas des soubresauts. Est-ce que ça veut dire que cette année, on va préparer l'événement différemment? Non, ça fait 16 ans, 17 ans, 18 ans. Ça passe vite, tout passe vite. Ça fait 18 ans. Mais c'est compliqué l'Everest en espadrille pour Deschamps quand même, hein. Bon, mais franchement, si aujourd'hui, t'as écrit un bouquin aussi là-dessus, hein, d'ailleurs. Ouais, mais si aujourd'hui dire l'Everest en espadrille, c'est le summum de la critique. Pour une équipe avant un championnat, ça va aller. On a changé d'époque. En fait, je pense que c'est pas comparable. Non, mais 98, ça a marqué parce que c'était l'institution qui se retournait contre d'autres institutions. Parce que l'équipe faisait partie de la famille un peu jusque-là. Et le fait que l'équipe se situe contre la famille. Déjà qu'il y ait des prises de position, ça a été ressenti comme une trahison. Mais aujourd'hui, quand on voit la manière dont les sélectionneurs modernes sont traités, mais Jacquet à côté, c'était l'école des fans, quoi. Ça a écrit un très bon livre, l'affaire Jacquet, sur le sujet. Justement. C'était l'apparition de l'opinion, clairement, dans les médias de sport aussi, hein. Faut le dire. Mais même l'apparition du débat. C'était juste l'apparition du débat. Et moi, ce qui m'avait choqué cet été-là, c'est que finalement, tous les médias généralistes qui découvraient plus la victoire que le foot, d'ailleurs, reconnaissaient pas au foot la légitimité de poser un débat qui soit esthétique, qui soit technique, qui soit quoi que ce soit. Le vainqueur a raison, point. Mais s'ils avaient appliqué ça au débat économique et politique, ça aurait été ridicule. C'est encore aujourd'hui une idée dominante que nous combattons dans cette émission. Bon, on a fait des progrès. Continuez. On a fait des progrès. Très régulièrement. Juste une remarque par rapport à cette histoire. Je vais pas dire cette affaire, ce serait un bien grand mot. Et moi, j'ai connu les deux maisons. Et ce que j'ai remarqué à la Fédération française de foot. La Fédé. Est-ce que j'ai Dijon, tout ça, il peut pas oublier. Ouais, bonne question. Je sais pas. Enfin, bon, ça n'intéresse que moi, donc ça n'intéresse personne. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que la Fédération, malheureusement, c'est beaucoup trop cristallisé sur cette relation avec l'équipe de 98, et ils ont souvent longtemps pensé, peut-être encore jusqu'aujourd'hui, je sais pas, je n'y suis plus, mais que le fait d'avoir eu pour eux, en tout cas, le dernier mot par rapport à un média. Alors, tu disais qu'aujourd'hui tout le monde fait de l'information sur la presse sportive, sur le sport, pardon, mais l'équipe avait et a toujours un rôle de leader d'opinion, et beaucoup de choses partent de la presse écrite. Mais le fait d'avoir eu comme ça pour eux le dernier mot par rapport à un média comme l'équipe, eh bien,
ça a longtemps été au sein de la Fédération française de foot quelque chose qui a laissé penser, a laissé croire que on pouvait de nouveau damer le pion à un média, alors qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de relation qui soit hostile ou amicale. C'est juste chacun fait son travail des deux côtés. Point barre. J'ai jamais réagi. En fait, j'ai jamais pensé à cette affaire en me disant c'est la Fédération française qui a le dernier mot. Autant c'est Jacquet qui a moi pris je peux sa te dire revanche. comment ça a été ressenti. Oui, non, mais je veux dire, mais moi j'ai jamais pensé à cette affaire comme ça. Autant Jacquet a pris sa revanche et ça c'est normal. Le gars il se fait tailler, il gagne, il a lui je lui ai jamais voulu, même de son absence on va dire de compassion, de pardon, même de sa rancune éternelle, grand bien lui fasse. Il a raison, ça m'est égal. C'est lui, il est l'acteur, il a le droit. Mais la fédération, je vois pas ce qu'ils ont fait là-dedans, quoi. Je vois pas en quoi ils peuvent se. Ils sont pas intervenus. Par solidarité. Par solidarité, t'as une PME de, à l'époque, peut-être 130 salariés, et puis tout le monde se sent attaqué parce que l'équipe de France au sein de la fédération. Mais la fédération attaquait Jacquet aussi dans les mois qui ont précédé. Jacquet, il était tout seul. On peut me dire tout ce qu'on veut, mais il y a quand même un balai d'amnésique post 98 qui est fantastique. Si on reprend un peu tout ce qui s'est dit, écrit partout, c'est ridicule. Dis-moi, Vincent. Attends, petite pause, Daniel, et ensuite on continue le débat. Il y a également Yves au 32-16 qui veut intervenir. Donc Vincent Duluc avec nous pour un printemps 76, c'est Stock, c'est sorti hier. Ça sort demain. Ça sort demain. C'est ça sort demain. Donc un printemps 76 chez Stock avec Vincent. On continue le débat tout de suite dans l'after. RMC, l'after-foot. Gilbert Bribois. Daniel Riolo est là, François Malardo est là, et donc Vincent Duluc pour ce livre Un printemps 76, pour revenir sur l'épopée des Verts entre autres. Je rappelle juste les résultats du soir, si vous nous rejoignez. Bordeaux se qualifie 2-0 face à Lorient en Coupe de la Ligue, et en Angleterre 3-3 entre Newcastle et Manchester. West Ham gagne 3-1 à Bournemouth, et Aston Villa gagne face à Crystal Palace 1-0. Première victoire donc de Rémi Garde, ancien lyonnais. Voilà. Je reprends la question juste avant la pub. Vincent, c'est donc ton deuxième roman là, c'est en gros autobio avec plein de souvenirs. Est-ce que ça veut dire que être dans l'actu du foot te fatigue un petit peu aujourd'hui, que tu veux passer à autre chose, que tu es à l'image de ton journal dans la résignation par rapport à notre football qui est de plus en plus catastrophique en France, que tu as envie de t'intéresser à autre chose? Ça serait vrai si j'arrêtais de voir des matchs et d'écrire dans le journal. Or, c'est pas le cas. Je vois autant de matchs que d'habitude. J'écris autant que d'habitude. Non, c'est juste que c'est une espèce de liberté, de respiration qui est agréable, et puis qu'il y a des gens qui sont assez sympas pour me demander de le faire. Donc voilà, Et t'es intéressé par exemple à travers également un livre, si je le dis, c'est parce que tu fais partie des journalistes en France les plus influents, à justement à la catastrophe qui est en train de vivre notre football, sa médiocrité toujours plus grande semaine après semaine, qui fait qu'on regarde plus les matchs, ce qui fait que vous ne titrez même plus sur le foot français de plus en plus régulièrement dans votre journal. Tu aurais envie d'enquêter là-dessus, d'aller provoquer, de faire bouger les choses, ou tu penses que c'est cuit et qu'il vaut mieux se résigner et regarder ailleurs? Mais je pense pas que ça soit cuit, et je trouve c'est presque ponctuel, parce que c'est vrai que cette saison est pourrie, mais c'est la saison la plus pourrie de Ligue 1 depuis 25 ans. Pour des tas de raisons. Pardon Vincent, je pense que c'est historique, je te coupe. Et oui. C'est la première fois, je crois, dans l'histoire de la Ligue 1 que l'écart entre le premier et le deuxième est plus important qu'entre le deuxième et le premier. Tout ce que je voulais dire, c'est que la saison dernière, par exemple, a été formidable. Moi, j'ai adoré la saison dernière. J'ai adoré le M de Bielsa. J'ai adoré ce feuilleton-là. Même quand ça marchait pas, c'était génial. Et ça a marché longtemps. Je me suis intéressé à Monaco. Je trouve que Lyon était super à voir. Paris, c'était sympa. C'est vrai la saison dernière était vraiment bien. Simplement, c'est là. Et puis boum, c'est là pour d'autres raisons. C'est nul. La gestion de nos clubs, comme d'habitude, part en vrille dès qu'un club fait une belle saison. Que ce soit à Marseille, que ce soit à Lyon, que ce soit à Montpellier il y a 4 ans, que ce soit à Lille. À chaque fois, on a l'impression qu'on ne sait pas se réveiller d'une belle saison dans notre foot. Ou qu'on n'arrive pas à la digérer. Ouais, mais non, mais ça c'est vrai. C'est le vieux truc que les équipes moyennes qui sont championnes s'en remettent jamais. Ouais. C'est parce qu'ils prolongent, parce que etc. Et tu n'es pas dans une mentalité tu sais ici qu'on est très virulent, qu'on rêve peut-être à tort d'ailleurs de faire bouger les choses, d'ouvrir les yeux des gens sur les problèmes de notre foot. Toi, tu t'inscris pas du tout dans cette pensée-là. Tu observes et puis tu dis qu'on va rien changer du tout, quoi. Bon, déjà, moi, c'est vrai que j'écris au jour le jour un petit peu, donc je m'intéresse plus à l'organisation de la Ligue 1, au fait qu'on connaisse pas aujourd'hui, par exemple, le nombre de descentes et de montées. Ouais, ça, je trouve ça scandaleux. Mais après, enquêter sur les vrais ressorts pour changer, je trouve honnêtement. T'y crois pas trop?
Mais j'y crois pas. Je crois juste au cercle vertueux. C'est-à-dire qu'un jour, quelqu'un aura une bonne idée ou un club donnera envie aux autres de bien travailler. Ça, je pense que ça peut marcher. Mais les commissions, les 10 mesures pour, les 20 idées pour, mais c'est la poudre de perlimpinpin. On va pas te dire qu'on y croit, puisque visiblement à chaque fois ça ne marche pas. Mais se pencher sur les problèmes, sur ce que font nos clubs, la politique sportive de nos clubs, la formation. Dans votre journal, parfois, je sais que j'ai été frustré de ne pas vous voir vous pencher sur les vrais problèmes de fond de notre foot, quoi. Oui, mais parce qu'on cherche des alliés, tu vois. Non, mais je pense que parce qu'on est aussi nubilé ou attiré par l'actu des grands clubs, et que c'est pas forcément les grands clubs qui posent ces problèmes avec le plus d'acuité. Moi, je pense par exemple la formation. Franchement, on est pas mal. On n'est pas si mal dans la formation. Quand on compare avec le reste de l'Europe. Ah non, mais quand on compare avec le reste de l'Europe, tu vois les Anglais. Les Anglais sont nuls dans la formation. Les Italiens, ils font jamais jouer un jeune en Serie A. Les Espagnols, ils travaillent très très bien. Ça, je suis d'accord. Les Espagnols, ils sont au-dessus de nous. Les Allemands aussi. Mais les Allemands, les Allemands, c'est le top 3 européen. Mais après, il y a la formation moyenne. On n'est pas si mal. Les Anglais fonctionnent dans un autre modèle économique. Nous, on est dans la formation standardisée où on ne. Oui, mais quand tu regardes les matchs européens, le deuxième contingent de footeux dans le monde, c'est les Français. Exactement. C'est bien qu'ils sont des champions après les Brésiliens. Mais tu regardes, tu vas nous dire, c'est les mecs moyens standardisés. On a parlé de la Coupe de France. Ce qui est la juste réalité. On a parlé de la réalité de cette Coupe de France qui permet à des petits clubs finalement de damer le pion aux grands, ce que tu vois très rarement dans les autres championnats européens et qui est pas arrivé cette année. Et qui est pas arrivé cette année. Et surtout de notre formation que moi je trouve médiocre parce qu'elle ne fait que du produit standard. À la limite, même si c'était vrai ce que vous dites, qu'est-ce qu'on en fait? Mais on en fait quoi à part vendre éventuellement au club anglais médiocre et continuer d'avoir un championnat médiocre. Si au moins on en faisait quelque chose de ces fameux joueurs que vous trouvez bons qui font 4 matchs et qu'on vend à Newcastle. On en fait un modèle économique un peu boiteux mais qui nous permet de survivre quand même malgré tout. Mais donc il faut survivre quand tu t'as Lyon et que tu as 200 millions de budget. Il faut survivre quand tu es l'OM et que tu as 150 millions de budget et que tu te fais taper en Coupe d'Europe par des clubs en bois. Il faut survivre, Vincent. Non mais il faut se battre pour essayer de croire. À tort peut-être, je suis certainement un candide de croire que à un moment un président va enfin regarder la réalité en face. Mais je pense pas que ça soit une question d'idée, de réforme ou quoi que ce soit. C'est juste une question de compétence à chaque fois. Est-ce que le type dans le club est compétent? Est-ce que les clubs travaillent assez? Ça, il y a un truc où je suis d'accord avec toi, c'est que les clubs ne bossent pas assez. Sur le recrutement, par exemple, c'est scandaleux. Il n'y a pas un club qui a le travail des clubs sur le recrutement est absolument scandaleux. Ça, je suis d'accord. Ça, ils doivent le changer. Mais effectivement, mais ça, c'est pas une réforme française. C'est dans chaque club, les présidents doivent organiser le boulot un peu plus sérieusement. On téléphone à un agent et on appelle un vieux joueur qui s'était barré il y a 4 ans, on le fait revenir. C'est ça le boulot d'une cellule de recrutement. Allez, dans quelques instants, on va parler également de Cavani, on prendra l'avis de Vincent et puis donc il y a un petit quiz sur Saint-Étienne 76 à venir également. Mais accueillons Yves pour revenir vers le bouquin. Yves, bonsoir. Bonsoir l'after. Déjà, bravo à vous. J'adore l'émission, donc déjà je commence d'emblée par vous féliciter. Merci Yves. Mais je crois que je préfère Saint-Étienne à l'after, je suis obligé de vous le dire. Ah bah on t'en voudra pas, il n'y a pas de problème. Non, mais sincèrement, j'interviens dans l'émission, je l'écoute depuis longtemps, et là Saint-Étienne, là Vincent Duluc écrit un livre, moi j'ai déjà des livres de mon côté, et là j'ai redescendu, là en attendant de passer, j'ai sous les yeux mon poster 11 avec l'équipe dédicacée, vous savez, il y a la photo des joueurs, Yves, t'as quel âge? Janvion, Parison, Battenet, Piazza, Lopez, Sinayel, voilà. Pardon? Tu as quel âge? J'ai 51 ans, j'avais 12 ans et j'ai pleuré, encore le poster. Je crois. Le poster où ils sont tous debout là? Alors ils sont, alors il y a, il y en a 7. Alors là il y en a 7 debout et au sol il y a Rocheteau, Larquet, Révéli qui tient le fanion et Sarah Magna. Voilà, c'est le poster du 11 avec la dédicace sur chaque maillot. On voit la dédicace. Mais il est où? Il est quand même pas dans ton salon. Tu l'as mis dans le garage. Il est pas dans mon salon, mais je l'ai déplié parce que toutes mes affaires de synthé sont dans un endroit précis et je les garde précieusement. Et j'ai pleuré comme jamais en 76. Déjà quand j'ai vu qu'ils avaient des shorts noirs, j'ai dit qui s'est occupé des costards ce soir-là, parce que j'ai pas compris. Dans ma tête, le short devait être blanc, donc déjà j'ai fait c'est quoi cette histoire? Autant dire qu'à la fin, je m'en suis jamais remis des shorts noirs. Et c'est plein de détails comme ça, quoi. C'est hallucinant. Rocheteau qui joue pas. Moi j'avais des cheveux, j'avais une touffe sur la tête. Je courais sur l'aile droite aussi quand je faisais du foot. Le Rocheteau il est pas là. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors vous n'imaginez même pas ce qui s'est passé quand il y a eu la défaite. C'était vraiment difficile. À 12
12 ans, je l'ai pris pleine face, comme vous l'avez si bien dit, on voit très peu de matchs à l'époque, et moi j'y croyais, c'était pas possible qu'elle leur échappe, c'était pas possible. Et malheureusement ça a été possible, mais je les aime toujours autant, voilà. Voilà, bah écoute Yves, ce témoignage est touchant, tant d'années après, t'es encore dedans quoi. Voilà. Ah, mais c'est pas que je suis dedans, c'est que ça fait pas longtemps que je suis allé à Geoffroy Guichard pour la première fois, j'y suis allé il y a je crois 3 ou 4 ans, malheureusement Saint-Etienne fait un tir sur le poteau, le PSG marque un but, 1-0, j'ai dit c'est pas possible, je me paye un 1-0 avec un tir sur le poteau des Verts, et ça, j'étais mort de rire, j'étais avec un pote, on a fait l'aller-retour, je suis parti un samedi après les cours que je donnais, j'ai fait l'aller-retour, on est descendu à Saint-Étienne, le soir je suis revenu, il conduisait pas, j'ai fait l'aller-retour, il s'est réveillé au retour, il me fait assurer, tu peux être camionneur si t'arrêtes la musique. Voilà. Il y a un truc, Yves, ça me fait penser à cette actu qui est lié, enfin indirectement, mais Saint-Etienne, qui a une histoire donc européenne importante, et on la rappelle ce soir, a donc ce fameux musée qui cartonne, puisque il y a un nombre d'entrées hallucinant. On en parlait l'autre jour avec le patron du musée. Ça fait partie de mes projets, j'ai pas pu le faire, il y avait trop de monde quand je suis passé, il y avait Reims, je suis allé voir Saint-Etienne-Reims l'an dernier, je crois, où il y a Gradel qui met un très beau coup franc d'ailleurs, il y a 3-0 pour Saint-Étienne, mais je suis pas allé au musée, il y avait beaucoup de monde, je suis pas allé, j'étais arrivé un peu à la bourre et c'était un peu imprévu tout ça. Il faut que tu ailles la prochaine fois. La FIFA ouvre un musée, les gars, je voulais vous le signaler parce qu'ils font pas que des trucs pourris, la FIFA, et non, mais c'est un projet, une initiative qui est très bien. Ouais, c'est un projet qu'ils avaient dans les cartons depuis pas mal de temps. Il ouvre le 28 février. Ouais. Et un truc, attention, ils annoncent 3000 mètres carrés, 3 étages, et donc plus de 5000 ouvrages sur le foot. Il y aura peut-être quelques bouquins de Vincent. Si t'es dans le musée de la FIFA, c'est la classe quand même. Je sais pas s'ils ont les moyens. De nombreux objets. Alors, ils ont démarré, c'est le patron du musée qui l'explique, ils ont démarré avec 2 trucs. Le trophée original de la Coupe du Monde. Alors je sais pas si c'est le trophée Jules Rimet là. Mais il a été refait parce qu'il a été fondu par les trafiquants au Brésil. Ils l'ont ramené à Rio. Et puis un maillot de l'équipe d'Italie championne du monde en 38. Et puis alors ils ont racheté plein de trucs, on leur a fait des dons. Donc voilà, c'est si vous passez par la Suisse à partir de fin février, c'est un endroit sans doute à voir. Vraiment valoir le détour. Enfin, pour l'instant, je pense que c'est moins bien que chez Nicolas, quand même. On me demande est-ce qu'il y aura, on me demande est-ce qu'il y aura le contrat entre Blatter et Platini dans le musée. C'est pas dit. Peut-être pas tout de suite. Ce serait une pièce. Peut-être pas tout de suite. Pour l'instant, c'est plutôt entre les mains de la justice, la vraie, mais peut-être s'il existe, ce serait un scoop. Donc, si en plus il est déjà dans le musée, c'est fantastique. Il y a un contrat oral, donc ça me semble difficile de l'écrire. Yves, merci à toi pour ce témoignage. Nouvelle pause, on se retrouve ensuite avec Cavani et le quiz sur Cavani, pourquoi Cavani? Parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler tout à l'heure, faut quand même qu'on réagisse à l'affaire Cavani, la réunion des cadors du PSG. Laurent Blanc qui s'exprime aujourd'hui, c'est tout de suite dans l'after. RMC jusqu'à minuit, c'est l'after foot avec Gilbert Bribois. Daniel Riolo, François Malardo, Vincent Duluc, un printemps 76 chez Stock, quelques tweets les gars, Soleil d'hiver qui nous dit le discours passéiste de l'after ce soir est affligeant. Milano dans le même temps nous dit je regarde tous les matchs des Verts, je me fais chier à chaque fois et pourtant moi aussi je compte les jours avant d'y aller. Donc comme quoi il y a des acharnés. Et puis Vincent, tu parlais des morceaux qu'il y a en tête de chaque chapitre. Allume ton micro, mon petit Daniel. Je dis tous ceux qui se plaignent des discours passéistes sont en fait des gens feignants, paresseux, qui ne veulent pas se pencher sur l'histoire. Et puis, parce que moi, ça m'a jamais gêné quand les gens me racontent des histoires, les vieux qui me racontent comment c'était avant. Ça me gêne pas du tout, au contraire, ça m'intéresse et j'ai envie de savoir. Je sais pas pourquoi, mais Vincent, dans son bouquin, parle de ça. Oui. Et pourquoi? C'est pas 76. Qu'est-ce qui t'a pris? Là, tu me donnes un souvenir. Mais non, mais ça, c'est pas 76. Mais c'est ma première Coupe du Monde et je monte dans le bus des journalistes de l'équipe de France au Mexique en 86 entre Léon et Gwen Arbato et Dominique Pagnou, notre ami du Figaro, dont on se souvient, qui est toujours vivant, était devant et c'est lui qui mettait la cassette de Jeanne Masse à côté dans la radio cassette à côté du chauffeur mexicain. Et voilà. Et cette année-là, Jeanne Masse a accompagné des journalistes français au Mexique. Ouais. Dominique Pagnou, une légende de la presse écrite. Allez, dans l'after, on a un truc qui s'appelle le je m'en fous pas, Vincent, c'est maintenant.